Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre a le plaisir de recevoir Geneviève Chinchol-Queyrat pour nous parler d'un de ses livres. Les auditeurs peuvent éventuellement la connaître puisque j'ai déjà eu le plaisir de la recevoir. Et là, nous allons parler d'un livre qui a déjà quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Donc, bonjour Geneviève. Bonjour Nathalie. Donc voilà, aujourd'hui, cette semaine, puisqu'il y a matière pour parler de ce livre au moins toute la semaine. Ce livre s'appelle Les Affranchis, donc édité chez L'Harmattan. Ce titre déjà, pourquoi l'avez-vous choisi? Les Affranchis, quand le thème un petit peu sur les mythes et les contes qu'on a déjà retrouvés, c'est un sujet qui est très important pour vous. Oui. Les mythes et les contes. Oui. Vous vous en servez beaucoup dans votre métier de psychanalyste jungienne. Oui. Est-ce que les affranchis, c'est une manière de... Est-ce que vous pourriez dire que les mythes et les contes nous permettent de nous affranchir de nos poids, de nos... Voilà, j'allais rajouter le côté relatif de l'affranchissement qui ne serait pas une déshumanisation ou une sortie de notre condition humaine, mais de petits et modestes affranchissements quotidiens de nos problématiques, de nos dépendances, affectives, de nos dépendances, de ce qu'on a appris dans le passé mais qui ne va pas fonctionner aujourd'hui. Donc tout ce travail de nettoyage, de purification, d'aller vers l'essentiel de soi ou l'essentiel des choses, c'est une succession de rencontres avec l'affranchissement. Et quand nous regardons les contes, quels qu'ils soient, en général, le conte finit bien, c'est-à-dire avec la fameuse phrase « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », qui veut dire qu'à l'intérieur de l'individu, ce qui est masculin et ce qui est féminin est capable de rentrer en alliance et d'avoir une fécondité, c'est-à-dire une création personnelle et pas simplement la reconduction des choses du passé. Donc les affranchis, c'est un peu les libérés, quoi. Oui, ou la voie d'une certaine libération, les étapes à travers le voyage d'Ulysse d'une certaine libération. Mais il faut dire que j'ai choisi ce voyage d'Ulysse, bien sûr, comme j'étudierais des contes, mais je suis partie de souvenirs d'enfance, donc des stades dans les affranchis, c'est pas du tout une étude de l'Iliade et l'Odyssée, il faut bien le dire dès le départ, sinon le lecteur risquerait d'être très déçu. Je l'ai écrit en 2008, sur des souvenirs de mon enfance. Alors c'était des moments du voyage d'Ulysse qui m'avaient marqué. Par exemple, le Cyclope, c'est terrible. Et quand on est petit, enfin avec l'imaginaire qui foisonne, la grotte, l'immense Cyclope, Ulysse qui est rusé, qui est intelligent avec tous ces hommes, mais qui se retrouve pris malgré lui dans des situations épouvantables, ça m'avait vraiment laissé des traces. Circé la magicienne, les tempêtes, Charybde et Scylla. Et je me suis dit, je vais écrire à partir des souvenirs de ma mémoire d'enfant, comme des voies de libération à chaque fois, parce qu'évidemment, Ulysse, à travers chacune de ses épreuves, il se dépasse et il se rencontre lui-même. Ce qui est, au fond, tellement proche du chemin analytique dans la psychanalyse de Jung. Alors, je ne pourrais pas parler de la psychanalyse de Freud, puisque je ne suis pas freudienne, je n'ai pas fait d'études de Freud. Il faut peut-être placer dès le départ des différences entre l'inconscient freudien, qui est un inconscient personnel, issu de la relation aux deux parents, père-mère, et de l'éveil de la sexualité. L'inconscient jungien va comprendre cet inconscient personnel,
mais va aussi rentrer en contact avec l'inconscient transgénérationnel, par exemple la rencontre avec l'inconscient de nos ancêtres, mais aussi d'un peuple et aussi, à la limite, de la planète, l'inconscient collectif. Donc on n'interprète pas du tout un rêve quand on est freudien, quand on est jungien. Vous ne l'interprétez pas de la même façon. Non, pas du tout. Par exemple, voyez la notion de la dualité. Chez Freud, vous allez trouver l'instinct de vie d'un côté, l'instinct de mort de l'autre côté. C'est l'un ou c'est l'autre. Là, vous êtes morbide, vous êtes en train de vous laisser aller à votre instinct de mort. Chez Jung, on met ça dans une dynamique. La mort et la vie vont se rencontrer tout le temps. Le bébé meurt pour donner naissance au petit enfant. La femme féconde, ménopausée, va devenir une femme âgée, elle fait le deuil de sa jeunesse. Le vieillard a à faire le deuil de la vie même s'il veut s'en aller en paix. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où la mort et la vie se rencontrent en permanence. Pour la dualité chez Jung, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Le mâle et la femelle, les forces masculines, les forces féminines, la nuit et le jour. Donc on est dans une idée de totalité, d'union des contraires possibles. Même si c'est difficile à notre humanité, on est toujours plongé dans la dualité, on a aussi une totalité qui se dégage. Alors on pourrait dire à la place de dualité, complémentarité. Voilà, oui, moi j'aime bien le dire comme ça. Et vous voyez, si Jung a tellement aussi travaillé les mandalas et fait travailler les mandalas, ce que je fais faire parfois aux personnes qui viennent pour travailler leurs rêves, c'est de pouvoir repérer ce qui au départ s'oppose en soi. Si vous aimez infiniment quelqu'un, il y a des chances qu'un jour vous viviez de la déception et pourquoi pas de la haine. C'est d'aller à la rencontre de tout ce qui nous compose, non pas en le recachant sous le tapis comme si on était indéfiniment bon, mais comme la réalité de ce que nous sommes, des créatures profondément complexes, mais de pouvoir l'intégrer quelque part dans une totalité dynamique et on va dire créative et paisible. Donc ça c'est parce que votre travail à vous, alors en dehors de votre métier d'auteur, c'est de travailler sur l'interprétation des rêves. Dans votre cabinet, les personnes viennent vous voir avec leurs rêves et parce que vous partez du principe que les rêves sont des messages de notre inconscient, des messages alors soit de notre inconscient personnel, comme vous disiez, mais aussi, ça peut être aussi de notre inconscient transgénérationnel, universel, ça peut aller au-delà de nous-mêmes, quoi. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que, par exemple, vous pourriez donner un exemple? Alors, si je vous dis, cette nuit, j'ai rêvé que je faisais la guerre. Comment est-ce que vous, en tant que psychanalyste jungienne, de manière assez rapide, hein. Je ne demande pas une analyse de rêve, mais juste pour expliquer un petit peu, par exemple, comment est-ce que ça peut fonctionner si je rêve que je faisais la guerre, je me battais et... Alors, je vais me permettre de le mettre dans un contexte, votre rêve. C'est-à-dire que quand on fait une analyse jungienne, on va voir quelqu'un pendant des années parce qu'on va entrer dans un processus. C'est-à-dire qu'au départ, la personne vient, elle a une certaine naïveté d'elle-même, elle est identifiée à son moi. Si je vous demande qui vous êtes, vous allez me mettre des traits de caractère auxquels vous avez un peu facilement accès. Et par le rêve, on va faire remonter, au travers de différentes aventures, des tas de personnages, de pulsions que vous ne connaissez pas de vous-même. Donc, il faut bien mettre que la personne revient avec son cahier de rêves. Elle ne fait pas les mêmes rêves, elle a des rêves en évolution. Donc si je reçois quelqu'un qui au début d'une analyse amène un rêve de guerre, déjà on va essayer de voir qui se bat. Vous, avec quelqu'un, est-ce deux peuples qui se battent, deux îles, deux individus, qu'est-ce que c'est que cette guerre-là? Et on va essayer de mettre en lien ce qui se passe à l'intérieur du rêve avec ce que vous êtes en train de vivre. Où Jung disait le rêve est à la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire ce qui va advenir dans votre vie et que le rêve va vous aider à préparer.
Peut-être qu'il va falloir une guerre de libération. Peut-être êtes-vous dans une vie qui ne vous convient pas et vous allez sortir un glaive pour couper des liens, pour vous affranchir et aller dans une vie qui vous convient. Ou au contraire, on va être dans une dualité. Il y a des gens qui font beaucoup de rêves de guerre, de dualité. Vous avez deux peuples qui s'opposent et qui évidemment symbolisent deux parties de nous-mêmes et qui rentrent en guerre en attendant une complémentarité. Je me souviens en parlant d'une personne qui, il y a 2 ans à peu près, amenait systématiquement des rêves de guerre. Il y avait toujours, quelque part, les gentils et les méchants, ou deux peuples qui défendaient des idées profondément différentes et qui s'affrontaient. Et cette personne était tendue, elle était venue me voir après un accident cardiaque. Et elle venait pour essayer de se détendre, elle avait fait de la sophrologie, différentes choses très bien, mais elle avait envie d'aller un peu plus profondément dans les choses. Et effectivement, avec des rêves de dualité extrême, on a pris conscience que tout en elle s'opposait. C'est-à-dire qu'elle avait peut-être une pulsion pour faire tel type d'activité, mais qu'il y avait une pulsion contre qui était tout autant puissante et qui venait faire la guerre. Sa vie, c'était une sorte de bras de fer. Et petit à petit, en parlant, en ouvrant, en pouvant communiquer mieux sur ce qui se vit en elle, on a commencé à voir arriver un 3e terme, c'est-à-dire le fruit d'une unité. Et on a vu se détendre les opposés. Et à l'heure actuelle, les choses se sont rééquilibrées. Je lui faisais justement remarquer la semaine dernière qu'elle avait plus de rêves de guerre et plus de rêves de dualité, et elle était beaucoup plus calme. Alors, est-ce que, en partant de là, puisque ça correspond à un petit peu à un moment donné, et donc si ce travail se fait sur des mois, voire des années, Oui. Est-ce qu'on peut considérer que notre travail d'analyse est terminé quand on ne rêve plus et que l'inconscient n'a plus de messages à nous donner, plus de messages fondamentaux, par exemple, à nous donner? Est-ce qu'on arrête à un moment donné de rêver quand... Alors, je vais répondre sur 2 niveaux. La rencontre avec l'inconscient, le développement finalement de soi, de notre vie, a commencé avant de rencontrer un analyste, bien entendu, et continuera après. Ça, c'est notre vie jusqu'à notre dernier souffle. On sera interrogé par l'altérité, l'autre, l'altérité fondamentale, l'inconscient, peut-être la question de Dieu, etc., etc., etc. Donc, l'analyste, il est là à un moment. Pour moi, il est là à un moment qui doit être juste. Ni pas assez, ni trop. C'est-à-dire que en général, on va avec une question fondamentale rencontrer un analyste. Cette rencontre n'est pas due au hasard. C'est 2 psychés qui vont se comprendre et s'apprécier. D'abord, moi maintenant, je vais à la retraite, donc ça fait un bon moment que je ne prends plus de nouveau. Mais quand j'en prenais, je demandais 4 rencontres avant d'accepter. Parce qu'il fallait que j'ai un degré d'empathie suffisant. Que je comprenne, que je vibre, que j'ai des émotions avec une personne pour sentir que j'étais capable de l'accompagner. Et elle aussi de son côté. Donc en 4 séances, on avait commencé sans même s'en rendre compte. Si c'était pas le cas, je préférais envoyer à une collègue ou un collègue ou à une autre forme d'analyse. En général, les gens très cérébraux, je leur conseillais de faire un travail qui passe par le corps. D'abord, parce que des questions qui débouchent sur d'autres questions, enfin... On n'est pas là ni pour faire des rêves merveilleux, ni pour, oui, un temps, mais aussi pour concrétiser dans notre corps de la réalité. Donc, la première réponse à votre question, c'est au fond, le rapport à l'inconscient, il est de toute éternité, avant nous et après nous. Après, la question du rêve, il est courant, et ça me fait toujours sourire, que les gens qui débutent une analyse jungienne un peu sceptique sur l'apport du rêve, parce que l'occidental est rationnel, il a été créé comme ça, il a été valorisé pour sa rationalité, donc quand même c'est une valeur sûre. Alors la personne, quand je dis que les rêves vont nous guider et tout, elle me dit un oui gentil, mais bon, elle en doute un peu. Malheureusement, il y a des gens qui vont pas quitter une posture rationnelle, ils vont vraiment avoir du mal, ils vont pas lâcher prise, c'est très dur pour eux. Dans le cas de figure où il y a un lâcher-prise, il arrive qu'on débute avec des rêves mais grandioses,
avec des chevaliers, des châteaux forts. On est vraiment à ce moment-là comme une terre qui n'a pas eu d'eau depuis longtemps, une sorte d'irrigation généreuse, et les gens apprennent à ce moment-là à faire vraiment confiance à leurs rêves. Et je vois des gens rationnels qui se mettent à tenir leur cahier de rêves, à faire des collages, à faire des peintures avec volupté, et ils sont fécondés de leur imaginaire, ils sont vraiment enrichis. Après, je pense que, comme tout phénomène, ça rentre un peu dans quelque chose qui va s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il est courant de faire moins de rêves, hein, et que les gens arrivent un petit peu déçus à leur rendez-vous en disant « Oh, mais c'est dommage, je n'ai fait qu'un rêve. » Et en fait, ils découvrent qu'on a exactement le mot qu'il faut pour qu'eux fassent un pas. Que le but n'est plus la beauté d'un grand rêve. Ça, c'était juste une mise en appétit. C'était exactement ça, une mise en bouche. Mais qu'après, on va avoir le rêve qui vient quand on se trompe de route. Et on a comme une petite main, comme l'ami intérieur qui vient dire « Là, tu es sûr de ton choix ?» Et on va avoir un rêve court qui va nous renvoyer à nous-mêmes. « Ah, peut-être que les choix que je suis en train de faire ou j'ai pas envisagé cette facette, c'est-à-dire ça va être plus sobre et plus ciblé. » Après, vous avez des gens qui toute leur vie vont faire régulièrement des grands rêves, d'autres beaucoup moins, et vous avez le petit rêveur, des gens qui rêvent peu et qui auront peu de grands rêves qui marquent notre existence. Parce que on pourrait un peu faire des familles de rêves, le petit rêve du quotidien. Pour moi, ils sont tous importants. En séance, j'aime bien que les gens, avec le moi dominant, là, ne mettent pas à la poubelle tout ce qui leur plaît pas, qui souvent sont des rêves d'ombre d'ailleurs. Tous les rêves sont importants. Mais on a tout de même dans une vie les grands rêves prémonitoires. Beaucoup de gens ont ça. Des grands rêves que nous n'oublierons jamais parce que c'est comme si on avait la chance de voir notre plan de vie quelque part. Et ça nous marque très profondément. On les oublie pas, même si on les marque pas. Ensuite, il y a des rêves un peu forts ils nous bougent émotionnellement. Puis nous avons des rêves plus personnels qui vont reparler d'une journée où il y a quelque chose qu'on n'a pas bien digéré. Le rêve en reparle, on en reparle en séance et puis on oublie. Donc, il n'y a pas trop de règles. Mais c'est vrai que quand même, le début de l'analyse débloque des énergies phénoménales qui peuvent se calmer par la suite. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que pour une première journée, on a un petit peu éclairé ce travail, ce beau travail que l'on peut faire avec nos rêves, qui ne sont pas que des fantaisies ou que des anecdotes à raconter le matin au petit déjeuner. Ça va beaucoup plus loin que ça. En tous les cas, on va se quitter là pour aujourd'hui. On va se retrouver, on a encore toute la semaine pour parler, pour revenir sur les rêves, éventuellement sur, bien évidemment, ce livre qui nous sert de support à cette émission. On va laisser place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. À demain. Geneviève Chinchol-Queyrat, Les Affranchis. J'ai toujours aimé les contes, les histoires à rêver, les écrits de la Bible, les grands textes d'aventure comme celui d'Ulysse, du Seigneur des Anneaux, bien d'autres encore. Ils disent ce que nous ne saurions dire. Ils nous emmènent dans la profondeur et le mystère de l'être, la complexité et l'ambivalence. Ils nous tracent des plans de route dans la nuit et le doute. Oui, ils nous guident mieux que la morale ou les bonnes intentions. Les récits des épreuves de personnages qui, au fond, nous ressemblent, redonnent du sens à ce qui pourrait sembler obscur, absurde, destructeur. Les marécages que nous y trouvons sont nos périodes sombres, nos plongées dans la nuit, les épreuves de l'âme qui se cherchent, les montagnes infranchissables, les obstacles que nous sommes amenés à rencontrer. Les personnes inquiétantes, comme les cavaliers noirs du Seigneur des Anneaux, sont ce qui, en nous, aiment le pouvoir et la mort, la destruction. Et tout cela vit en nous.
le sombre et le clair, ce qui veut détruire et ce qui veut construire, ce qui veut aimer et ce qui veut haïr, ce qui est hideux et ce qui est sublime. Seuls les rêves nous permettent aussi de contacter toutes ces strates internes, ces combats, ces contradictions, puis l'apaisement et la sagesse de celui capable de soutenir la traversée. Traversée de connaissance de soi. Je note mes rêves depuis 30 ans bientôt. J'y ai rencontré des sorcières et des princesses, des crocodiles et des dragons, des aurores. J'écoute les rêves des personnes qui me consultent pour un voyage de connaissance d'elles-mêmes et j'ai appris à naviguer au-delà du miroir. Nous sommes tout cela. En chacun de nous se trame le destin du monde. Je ne crois pas que les bonnes intentions, une bonne morale, suffisent à changer l'homme et améliorent le sort de notre petite planète bleue actuellement en péril. La plupart des gens visent à être bons, ou pour le moins pas trop mauvais. Le mal n'est que très rarement fait de façon délibérée. Même les pires atrocités sont faites la plupart du temps au nom d'un bien, ou parce que l'homme n'est pas capable de se situer par lui-même. Souvent, elle ou il est possédé par une situation. Tel parent torture son enfant pour qu'il ou elle travaille bien à l'école, pour qu'il ait les meilleures chances dans la vie. Telle femme torture son mari pour qu'il change et soit à la hauteur de son attente. Qui peut dire qu'il ne s'est jamais servi du sécateur à couper les mains, la tête et les ailes de ceux que nous disons pourtant aimer? Le couple n'est-il pas l'endroit tendre où l'on s'aime, mais où aussi on peut s'entretuer pour préserver son identité? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.